Alors, pour terminer, je voudrais vous présenter un autre volet de ce projet. Pour l'instant, je vous ai présenté finalement la synthèse d'ensemble qui concerne surtout les paysages liés à la fabrication du foin, de l'herbe, qui sont liés à la transhumance, à l'estivage, à l'accueil des troupeaux. Maintenant, nous avons eu la chance, dans le même secteur, d'avoir d'autres données archéologiques qui montrent aussi un autre type de paysage et un autre type d'occupation de la montagne. Il s'agit en fait du paysage minier, parce qu'à 2000-2200 mètres, dans la zone que je vous ai présentée, il y avait des mines, et des mines médiévales, datant des 11e-12e siècles. Ces mines, elles étaient connues par un dossier de texte, parce qu'elles appartenaient alors à l'origine à l'archevêque d'Embrun, qui est le grand évêché médiéval des Alpes du Sud, et qu'elles ont donné évidemment lieu, puisque c'était des mines, et qui dit mine dit source de richesse, à des conflits, des litiges, des procès à n'en plus finir. Donc nous connaissions l'existence de ces mines. Par contre, nous ne savions pas exactement où elles étaient situées, ni surtout, on connaissait juste le nom, on savait qu'elles étaient dans cette zone, mais on ne les avait jamais localisées, et on ne savait pas quel type de gisement était exploité. Donc ce travail, c'est le travail de Vanessa Pipe. Donc je reprends ma carte. Donc nous sommes ici dans la vallée d'Orcières, dont je vous ai présenté les principaux résultats archéologiques il y a quelques instants, la vallée du Chichin, et nous allons aller ici. Donc vous voyez, nous sommes proches de la vallée d'Orcières, ici, qui est la zone du lac de Faravel, parce que ces mines, elles sont implantées dans ce secteur. Donc voilà la localisation. Les archéologues ont évidemment prospecté, ils ont cherché les habitats, ils ne sont pas tombés sur les habitats, ils sont tombés sur les mines. Donc il y a tous les points rouges sont les traces d'implantation minière, où il y a eu des travaux sur les mines. Donc il y a 2 sites, Faravel 1 et Faravel 2, et ici le site de Franjas. Comment ça se présente sur le terrain comme ceci? Ici, vous avez le petit lac de montagne de Franjas, le lac de Faravel est par ici. Donc sur une zone de plateau, vous avez ici des traces de galeries minières, avec 2 sites principaux, le Grand Puits et la Grande Fosse. Donc on va descendre dans ces mines, et vous allez voir qu'en faisant un grand détour, on va, à l'arrivée, aboutir aussi à une autre sorte de reconstitution, de gestion du milieu et de gestion des paysages. Alors, l'intérêt donc d'avoir ce petit lac, c'est que nos collègues palynologues ont été évidemment sondés dans ce lac, ils en ont sorti une carotte. Donc voilà l'analyse polynique du lac de Fanjas, donc je ne vais pas commenter en détail, mais pareil, on enregistre la déforestation majeure, toujours datée par le C14 à la période médiévale. L'intérêt ici, c'est que les collègues, en même temps, ont fait des analyses des isotopes au plomb. Pourquoi? Parce que ce type d'analyse, qui sont des analyses de géochimie, permet d'enregistrer l'intensité ou pas de l'activité minière. Et, évidemment, vous pouvez, voilà la courbe de la pollution au plomb établie par nos collègues géochimistes, et elle se corrèle, évidemment, très bien aux différentes phases du diagramme d'analyse polynique. Donc, l'enseignement de cette double approche est de montrer qu'il y a aussi des activités minières à 2200 mètres d'altitude en montagne et qu'elles se développent particulièrement à la période médiévale et que cette activité minière, elle contribue au recul des formations forestières, particulièrement des formations de mélésins. Et ce qu'a montré
à la fois les analyses ici de pollution au plomb, les analyses anthracologiques et les analyses palynologiques, c'est une gestion du paysage. Lorsqu'il n'y a plus de bois pour la mine à 2200 mètres, les mineurs ils sont montés encore plus haut, à 2300, 2400 mètres d'altitude pour aller chercher le bois. Donc il y a aussi une gestion spatiale du paysage. De quand datent ces mines? Parce qu'au début, on ne pouvait pas savoir, on ne savait pas si les mines elles avaient déjà été exploitées par les Romains à la période de l'âge du bronze. Donc, après les fouilles, voici la mise en phase des fourchettes de datation radiocarbone sur 3-4 ans de fouilles. L'intérêt, c'est de montrer qu'il n'y a pas, avant le Xe siècle, ces mines n'ont pas été touchées. Les Romains ne s'y sont pas du tout intéressés. Les premières traces d'exploitation sont du Xe siècle. Et puis, la phase d'exploitation majeure, c'est 11e, deuxième moitié du XIIe siècle. Après le XIIe siècle, c'est résiduel. Donc, vraiment une datation bien centrée sur le XIe et XIIe siècle, avec des tentatives de reprise au XIIIe siècle, mais qui n'ont pas été validées. Donc ces mines, elles ont fait l'objet de fouilles. L'intérêt pour nous, c'est que ces mines, elles ont utilisé la technique de l'abattage par le feu. Donc vous avez ici une représentation de la fin du XVe, début du XVIe siècle, qui est tirée du De Re Metallica d'Agricola. Pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que la technique de l'abattage au feu, on fait un bûcher, comme ici, on met le feu, et c'est le feu qui va travailler la roche. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des gisements métallifères qui sont très durs. Donc le pic et la pioche vont casser. Donc il faut trouver d'autres techniques pour extraire le minerai. Donc on utilise la technique de l'abattage au feu. Nous sommes dans du karst barytique qui est vraiment très très dur dans cette zone-là. Donc ils ont utilisé, on le sait, l'abattage au feu. Et c'est là où c'est intéressant pour des gens qui travaillent sur le paysage, parce que via les charbons de bois archéologiques qui sont contenus dans les sédiments des mines, on va pouvoir retracer les paysages anciens et avoir une idée sur la gestion du milieu. C'est ce qu'on pensait avant de fouiller. Et quand on a fouillé, eh bien, voilà comment ça se présente, donc le début des excavations médiévales. Donc, je vous présente ça parce que je crois que c'est quand même intéressant et assez exceptionnel. Donc, bien, nous avons commencé à fouiller ces gîtes métallifères et nous sommes tombés là-dessus. Là-dessus, c'est-à-dire sur le début de la galerie, qui a fonctionné comme un siphon. C'est-à-dire que ce début de galerie restait en eau. Il est resté en eau jusqu'à maintenant, donc il a fallu vider toute cette eau. Et l'intérêt, c'est que nous avons récupéré les bois, les boisages des mines, et surtout un plancher, ici, qui a été, comment dirais-je, implanté pour stocker les déchets, les remblais, les déchets du travail minier. On a implanté un plancher, on a mis les déchets dessus pour les trier, et voilà. Alors l'intérêt, c'était évidemment les bois, parce que quand vous avez des bois, eh bien, vous pouvez avoir des données que nous n'avons pas par d'autres moyens. Donc je vous les montre, c'est quand même assez exceptionnel parce qu'il y en a plusieurs centaines et qu'ils sont en très bel état de conservation. Donc ils ont été numérotés, extraits, étudiés. Bon, ça je passe rapidement, c'est la dynamique d'exploitation de la mine, mais bon, ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc ce qui nous intéresse par contre, ce sont ces bois, ces troncs qui étaient dans la mine, qui sont parfois des troncs travaillés. Vous avez ici ce que les archéologues miniers appellent des Kletterbaum, c'est un terme allemand, ce sont les échelles en fait, qui permettent de passer d'une galerie à l'autre. Donc vous voyez, c'est un tronc qui a été très grossièrement, enfin, on a fait des marches comme une échelle pour circuler à l'intérieur de la mine.
Donc ces bois, ils ont été dessinés, étudiés, etc. Et l'un des principaux résultats, c'est de montrer que ces bois avaient été débités. Il y a différents modes de débitage du bois. Ici, la majorité, c'est du débitage sur DOS. Quand vous avez un tronc, vous pouvez le découper soit comme ça en tranches napolitaines, soit vous pouvez faire des quartiers. Donc ici, la plupart des bois ont été débités comme ceci, de cette manière-là, hein, faisant des planches en quelque sorte. Donc ça va nous donner une indication intéressante pour la manière dont on va gérer la forêt pour obtenir des calibres suffisants pour obtenir cela. Et c'est ça qui l'intérêt, il était là. Donc, bon, je passe un petit peu rapidement là-dessus. Voilà, il y avait des traces d'encastrement, des traces de tenons mortaise. Nous avons trouvé non seulement des gros bois, mais l'intérêt, c'était aussi d'avoir les déchets de taille, les déchets de cheville, parce que même le menu bois ici a été conservé. Donc ça nous donne également des données sur l'utilisation des petits volumes. Donc bon, ça c'est la poulie, donc peu importe. Ah oui, la chose que je voulais vous montrer qui est quand même assez rare. On s'est souvent posé la question de savoir comment les mineurs s'éclairaient dans les mines. On a souvent pensé que c'était des lampes à huile, et là nous avons eu la chance de tomber sur des torches buccales. En fait, il s'agit d'un morceau de bois qui est enduit avec de l'huile ou du suif auquel on met le feu. Il se tient dans la bouche et les mineurs s'éclairent de cette manière-là. Donc voilà, vous en avez un exemple ici. Donc je vais passer. Donc l'intérêt de ces bois, c'était qu'il y avait les traces d'outils dessus. Ce qui permet de reconstituer ici, très grossièrement, la manière dont le bois a été travaillé. Donc de connaître finalement le corpus des outils à la disposition des mineurs et de ceux qui ont exploité la forêt. Et d'avoir finalement une radiographie de la chaîne opératoire technique de tout le travail du bois. Donc voilà, quelques photos pour vous montrer à quoi ça ressemblait en place. Et l'intérêt aussi, évidemment, quand on a tous ces bois, c'est de faire de la dendrochronologie. Et le site, il est daté pour l'instant de 1183-1190. C'est une datation qui est acquise, mais qui n'est pas, comment dirais-je, elle est fiable, mais elle va probablement être complétée parce que nous avons plusieurs centaines de bois, donc il faut attendre, pour l'instant c'est provisoire, il faut attendre la fin de toute l'étude pour avoir toute la chronologie relative avec tous les bois. Donc ça, c'était aussi l'intérêt de bien confirmer les datations radiocarbone, de croiser les données pour avoir une échelle de datation vraiment extrêmement fiable. Et ce qui est encore beaucoup plus intéressant pour nous et qui est en cours d'acquisition, c'est que grâce à ces bois, puisqu'on est absolument sûr d'avoir le dernier cerne et que parfois nous avons l'écorce, d'avoir la saison d'abattage, donc de pouvoir essayer d'avoir une idée de la durée d'exploitation annuelle, la durée d'exploitation et d'occupation annuelle de ces espaces. On espère, je ne sais pas si on y arrivera, mais on espère que grâce aux analyses dendrologiques qui sont menées par Jean-Louis Édouard, nous allons pouvoir saisonnaliser, c'est intraduisible en italien, saisonnaliser l'occupation de ce site et que l'on va avoir une idée des périodes d'exploitation durant l'année de ce site. Et ça, c'est quand même des choses qui sont extrêmement intéressantes pour des espaces, encore une fois, qui sont situés au-dessus de 2000 mètres d'altitude. L'intérêt, donc, de ces bois et des analyses de charbon de bois, toujours pareil, c'est de mettre en évidence, ici vous avez le diagramme d'analyse synthétique pour le Moyen-Âge des données sur les bois et des données sur les charbons de bois, qui mettent en évidence, là encore, des cycles ici d'exploitation et de gestion du paysage et de la forêt. Tantôt on va favoriser une essence,
par exemple le sapin, tantôt on va en favoriser une autre, par exemple, je résume très grossièrement, par exemple le mélèze ou l'épicéa. Donc, ce qui apparaît très clairement, que donnent les résultats, et après je m'arrêterai là, que nous apporte en termes, ce site minier, c'est d'abord, premièrement, de montrer pour la première fois que sur le carreau de la mine, nous avons à côté des mineurs des gens qui sont spécialisés en charpenterie et en bûcheronnage. Certes, les mineurs peuvent fabriquer leur boisement, la plupart, mais l'étude fine des traces d'outils, des modes de débitage du bois prouve qu'à côté des mineurs, il y a des gens dont le métier, c'est vraiment le découpage, c'est vraiment le travail du bois. Et ça, c'est quand même la première fois qu'on le montre sur un site archéologique. Donc ça veut dire que déjà, dès le Xe, XIe siècle, il y a dans la montagne des bergers, des mineurs et des gens dont le travail n'est ni le pastoralisme, ni la mine, et qui sont là, à 2200 mètres, avec les mineurs. Alors, d'où ils viennent, pourquoi, comment, on ne sait pas, mais ils sont là, ça c'est sûr. Et que donc, il y a des savoir-faire spécialisés, pas tout. Le mineur peut débiter un certain nombre de bois, il n'a pas forcément besoin, pour tout ce qu'il fait, de savoir-faire spécialisé. Mais pour une part, il y a un savoir-faire spécialisé et il faut que ces gens-là travaillent avec les mineurs. Donc, ça signifie que sur les habitats que nous allons fouiller, il va falloir se poser la question qui habite dans ces habitats? Des mineurs, mais pas seulement. Probablement, enfin sûrement aussi, d'autres gens que les mineurs. Et qu'est-ce que ça signifie aussi pour l'artisanat, cette polyvalence qui est mise en évidence, ou cette spécialisation qui est mise en évidence dans ce site? Parce que sur le corpus d'outils, il n'a pas, qui est enregistré dans ce site, il n'y a pas d'évolution depuis l'Antiquité. Il n'y a pas d'innovation technique médiévale liée au travail du bois ou à la gestion de la forêt. Tout se fait à la hache. Tout se fait à la hache, il n'y a pas de scie, donc de ce point de vue-là, il n'y a aucune innovation. Mais ce que mettent en évidence aussi les analyses, c'est que, mis à part ce savoir-faire spécialisé, ceux qui ont exploité la mine ne sont peut-être pas des mineurs, au sens premier du terme, ce sont peut-être des paysans polyvalents, parce que les techniques de débitage du bois montrent qu'un montagnard peut les acquérir et qui peut être à des moments pasteur, à d'autres moments mineur, et que finalement, on ne connaît pas bien la distance entre les deux. Donc ce que montrent réellement les données de ce site, c'est qu'il faut se garder d'avoir, comment dirais-je, des cloisons étanches entre les habitats pastoraux, les habitats des mineurs et les habitats paysans. À l'heure actuelle, nous ne savons pas qui habite finalement les cabanes que nous avons fouillées. Nous avons toujours pensé qu'il s'agissait de bergers qui étaient là pour les troupeaux, mais finalement, on se demande si ces bergers, à leurs heures perdues, ne pouvaient pas être aussi des paysans et encore plus des mineurs. On ne sait pas, je n'ai pas de réponse à vous fournir. Nous en sommes là. Ce qui est intéressant aussi dans ce site, c'est de montrer qu'il y a un calibrage dès les 10e, 11e siècles du combustible et des boisages. Donc ça signifie derrière qu'il y a une gestion du paysage qui est faite de manière raisonnée et arrêtée. Donc ça veut dire qu'il y a des modes de conduite de la forêt arrêtés. Et enfin, ce que montre ce site, c'est une variation spatiale sur la longue durée du territoire d'approvisionnement des mineurs. Plus on avance dans le temps, plus on va monter haut dans la montagne pour s'approvisionner en bois. Ça, ce sont les analyses
anthracologiques et dendrologiques qui le disent, pour suivre l'activité minière. Alors, voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Il nous reste, donc ces données ne sont pas encore complètement exploitées. Il nous reste à faire la synthèse entre la première partie du projet que je vous ai montré et ce second développement minier. Nous sommes en train de nous demander quelles sont les interactions pour cette frange au-dessus de 2000 mètres entre les activités minières et le milieu d'une part, le paysage d'autre part, entre les activités pastorales et les activités minières, et comment, sur cet espace, tout ce monde-là coexiste. Comment se fait la gestion de l'espace entre les espaces qui sont dévolus aux troupeaux, les espaces qui sont dévolus aux mines, comment on va gérer tout cet ensemble-là? Est-ce qu'il y a des règles communes? Comment ça se matérialise dans l'espace? Quelle est l'articulation aussi entre ce paysage qu'on saisit, les habitats que nous avons fouillés, comment tout cela s'organise en gardant toujours à l'esprit cette mobilité des espaces et cette spécialisation des espaces montagnards. Merci de votre attention.